Bonjour à tous. Je ne sais pas si vous avez remarqué, on est au Parc des Princes. On fait une session d'1 h 30, 45 minutes, 45 minutes. Donc là, on va entamer la deuxième mi-temps. Je n'ai pas pu m'empêcher de faire le parallèle. Donc j'espère que vous avez apprécié la première. En tout cas, la deuxième, on va faire de notre mieux pour que ça se passe, que ça soit à la hauteur de vos attentes. Ah, bah ça, c'est pas... Ce serait une bonne idée, oui. Il ne fait pas plus chaud ici sur l'estrade qu'en bas. Le thème de la session pour nous, c'est toujours l'IA et l'IA générative appliquée à l'actuariat. La question qu'on se pose, est-ce que c'est un effet de mode ou est-ce que c'est la révolution? Donc on va essayer d'explorer cela avec vous. Donc pour cela, on est venu à 4. Donc je commence par me présenter. Donc je suis Redouane Mami, je suis directeur au sein de Deloitte. Pour se résumer en 2 mots, je suis 100% actuaire et 100% rêveur, gros rêveur. Par contre, pour être rêveur et pour que les rêves se réalisent, il faut être bien accompagné. Avec moi, je suis... Merci Redouane. Donc Céline Fèvre. Moi, je suis en charge de la direction actuariat et pilotage prudentiel au sein du groupe AEMA. Notamment en charge des évaluations de la solvabilité pour le groupe et les reportings réglementaires associés, RSR, SFCR, QRT. Et donc c'est en ça que je suis à la fois 100% actuaire et à 100% dans la réalisation, dans le côté pratico-pratique. Okay. Bonjour, Lucie, je suis actuaire et directrice chez Deloitte. C'est Redouane qui a dit que je suis 99% anglaise. Après 5 ans en France, c'est pas un très bon retour sur investissement, mais j'y travaille. Je baisserai le taux la prochaine fois. Bonjour à tous, moi je suis Julien Delbé, associé chez Deloitte, spécialiste en intelligence artificielle. Si Redouane a choisi 100% peur de rien, je précise que c'est pas moi qui ai choisi ça. C'est peut-être parce que je suis en charge notamment de la transformation interne de nos métiers. Donc je travaille pour des clients, mais je travaille aussi, et à l'origine c'était le démarrage de notre activité, avec mes collègues auditeurs, avec mes collègues du conseil, pour leur fournir des applications qui automatisent une partie de leurs travaux. Elle est belle l'équipe. Et on est parti, donc on va commencer par une intro, c'est en 4 temps, on va parler, il y aura un benchmark, il y aura une mise en pratique, restez un peu patient, il y a une mise en pratique à la fin, on terminera par une conclusion. Donc pour démarrer, donc, ce qu'on s'est dit, c'est que effet de mode ou révolution, on a fait un prompt, on l'a posé à trois machines auxquelles on pouvait accéder en ligne. On leur a demandé ce que chacune des machines pensait de la révolution ou de l'effet de mode de l'actuariat. Donc vous voyez ChatGPT qui nous dit que c'est une tendance fond transformative, avantage compétitif significatif apporté à l'actuaire et une adaptabilité et formation nécessaire pour nous à ce sujet-là. Gemini, l'IA de Google, qu'est-ce qu'elle nous raconte? Elle nous dit que ce n'est pas un simple effet de mode, les machines semblent être d'accord entre elles, que ça va transformer nos métiers en profondeur et que c'est une tendance qui s'inscrit dans le temps. On a posé la question à Claude, qui répond beaucoup plus vite, je ne sais pas pourquoi, mais qui ne met pas en highlight, qui dit que l'IA générative et prédictive répond à des besoins fondamentaux du métier de l'actuaire, que la transformation est déjà en cours, avec des cas d'usage prouvés, détection de fraude, personnalisation fine de la tarification, analyse prédictive des sinistres, automatisation du reporting réglementaire, et que ça va redéfinir notre travail et nous libérer des tâches répétitives. Les machines étaient globalement très d'accord entre elles. Et on s'est dit, on va poser la question à l'actuaire, qu'est-ce qu'il en pense? Alors, du point de vue de l'actuaire, donc effectivement, est-ce que c'est l'IA un effet de mode ou une révolution? En tout cas, c'est une réalité qu'on ne peut pas ignorer et voilà, c'est certainement un atout pour nous faire gagner du temps. Donc, de manière générale, on cherche tous à gagner du temps. Moi, le constat, c'est que dans le cadre des travaux actuariels, on a notamment pas mal de tâches qui ne sont pas forcément à valeur ajoutée. On préfère que les actuaires consacrent la majeure partie de leur temps vraiment sur le cœur du métier, modélisation, analyse des chiffres. Et force est de constater, notamment avec Solvabilité 2, qu'on a beaucoup de reporting à produire. Les actuaires contribuent
notamment à la production des rapports narratifs, les QRT, qui prennent beaucoup de temps, qui reviennent très régulièrement, c'est chaque trimestre. Et donc, voilà, si l'IA peut nous permettre de gagner du temps pour permettre aux acteurs de se concentrer sur les travaux vraiment à valeur ajoutée, autant l'exploiter à fond. D'autant que les ressources actuarielles, comme vous le savez, se font parfois rares. Donc, autant les consacrer sur les travaux sur lesquels on souhaite vraiment qu'ils s'investissent. Donc moi, je n'ai pas de conviction forte, mais du coup, sur proposition de Deloitte, et c'était, je trouve, une bonne idée, se dire autant tester, voyons si l'IA peut nous faire gagner du temps sur ces rapports. On va passer à la partie benchmark. Super. Donc, oui, ces derniers mois, nous avons exploré l'état actuel de l'IA dans le marché actuarial français. Le benchmark que je vais présenter référence les réponses de 21 participants et couvre bien les différents segments de marché, l'assurance, réassurance, vie et non-vie. Les participants varient en taille d'entreprise aussi, offrant des perspectives de grandes assureuses aux les plus petites assureuses non-vie. Alors, qu'avons-nous découvert? Tout d'abord, un tiers des actuaires en France aujourd'hui déjà utilisent le machine learning pendant le travail quotidien, tandis que 19% utilisent l'IA générative. Cependant, les participants ont indiqué que cela allait évoluer, en particulier pour l'IA générative, où un tiers a indiqué qu'il envisage de l'adopter l'IA générative dans les 2 prochaines années. Next slide. Dans ce contexte, nous avons examiné la préparation organisationnelle. Bien que l'adoption c'est encore au début, 71% des participants ont indiqué qu'ils disposent d'un service centralisé qui sont responsables pour le déploiement de l'IA. Cela est significatif parce que ces services favorisent une meilleure exposition à l'IA et nos résultats ont bien montré que les gens avec un service centralisé sont plus susceptibles d'avoir déjà adopté l'IA. Toutefois, même entre les participants qui ont auto-évalué avec une familiarité faible ou modérée, 61% expriment une forte volonté d'augmenter l'utilisation de l'IA. Ensuite, nous avons examiné comment l'IA est-elle utilisée aujourd'hui et que peut-on en attendre dans le futur. Aujourd'hui, les actuaires de tarification non-vie sont les plus susceptibles d'utiliser l'IA dans le machine learning dans le travail quotidien. Les cas d'utilisation sont concentrés sur l'optimisation de tarifs et l'analyse de données, par exemple, pour identifier les tendances, identifier les anomalies ou des regroupements. Notre répondants a montré une intention seulement modeste pour prolonger les applications de machine learning dans les 2 prochaines années. De côté IA générative, l'utilisation aujourd'hui sont axées sur les tâches rédactionnelles. Par exemple, la rédaction de rapports, la rédaction de code et les synthèses de réunions. L'utilisation de l'IA générative est globalement plus faible aujourd'hui que l'utilisation de machine learning, mais les participants ont indiqué leur intention d'adopter l'IA générative pour une gamme d'applications beaucoup plus grande à l'avenir et cela pourrait transformer considérablement les workflows actuariels. Passons maintenant au calendrier de mise en œuvre. La majorité, c'est encore en étape de réflexion, avec la plupart visant une mise en œuvre dans les prochaines 3 années. Compte tenu de la réputation britannique
comme un marché relativement avancé. Nous avons comparé les résultats des marchés français avec le résultat d'une enquête faite par Deloitte UK récemment. De manière intéressante, les résultats sont très similaires avec la majorité encore en étape de réflexion et visant une mise en œuvre dans les prochaines 3 années. Cela montre que le marché français n'est pas en retard par rapport aux autres. Comme nous le savons, l'un des aspects les plus prometteurs de l'intégration de l'IA sont son potentiel d'économie de temps. Les participants prévoient que le temps gagné sera réinvesti dans les analyses plus approfondies et, dans une moindre mesure, dans la réduction de la charge de travail globale. Les participants aussi pensent que les plus grandes économies se réalisent au niveau plus junior, probablement parce que le travail les plus juniors sont souvent axés sur les tâches répétitives. Cependant, c'est notable ici que les opinions varient. Certaines personnes pensent qu'il n'y aura aucune différenciation par niveau d'expérience, même que l'IA fera gagner aucun temps. Bien entendu que l'adoption d'IA n'est pas sans défi. Les principaux défis cités par les participants sont un manque de temps consacré sur le sujet, les coûts et les priorités concurrentielles de l'organisation. Fait intéressant, nos homologues britanniques ont mis en avant les préoccupations légèrement différentes, telles qu'un manque de compétences et des contraintes réglementaires. Pour résumer rapidement, notre benchmark a montré que l'adoption de l'IA dans le marché actuariel français, c'est encore à ses débuts, mais que le marché est à un point d'inflexion. Il existe une forte volonté d'augmenter son utilisation dans les prochaines années. Il faut surmonter les défis comme le temps et le coût d'investissement et se concentrer sur les cas d'usage robustes. Je vais maintenant repasser les paroles à mes co-animateurs qui partageront les expériences de la mise en pratique. Merci Lucie. Et on voit que seulement 50% des acteurs vont faire de l'IA générative dans les années à venir. Ma question va s'adresser aux 50% restants aussi. Donc, avec Julien, on va, avant de démarrer la partie pratique à proprement parler, on va introduire quelques concepts. Oui, un très très rapide petit tour par la nouveauté technologique. Si je suis invité ici aujourd'hui, c'est à cause des modèles de langage, c'est à cause du buzz généré par GPT, le plus célèbre d'entre eux. Donc c'est ça la nouveauté dans l'intelligence artificielle ces 2-3 dernières années. Ils ont énormément de capacités impressionnantes. Par exemple, ce sont des sortes de Wikipédia sur pattes. On peut les interroger. Ils restituent très facilement, c'est ce que vous avez fait tous sans doute sur ChatGPT, tout ce qu'ils ont appris pendant leur entraînement. Donc c'est leur mémoire morte. Ils ont aussi une très bonne capacité à manipuler du langage, donc ils discutent, ils chattent, c'est ce qu'on voit. Il y a une chose qu'on ne voit pas, c'est que, parce que l'application de chat est faite pour que ce soit assez transparent, c'est qu'ils ont une fenêtre d'observation du contexte qui est assez restreinte, quelques dizaines de pages. Ça dépend des modèles, ça varie, mais bon, c'est à peu près l'ordre de grandeur. C'est-à-dire que quand on chatte, on ne pose pas une question de 20 pages, hein, c'est quelques phrases. Et puis la réponse, pareil, elle fait 3 paragraphes. Donc on peut comme ça enchaîner une discussion, et tout ça, ça tient dans sa petite tête. Mais si on voulait lui faire traduire en une seule fois de français en anglais 300 pages d'un roman, bah, c'est pas possible. Il n'y a absolument rien qui lui permette de le faire ça. Il ne peut observer que quelques dizaines de pages à la fois. Alors, c'est très embêtant parce que s'il ne peut pas traduire 300 pages, il sera aussi incapable de générer un rapport réglementaire de 300 pages. C'est pas possible. C'est une tâche qui lui est inaccessible. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Bah, comme avec un humain. C'est-à-dire qu'on simplifie.
Si vous embauchez un stagiaire et que vous lui dites cette année c'est toi qui vas produire le rapport SFCR tout seul, il va se retrouver comme une poule devant un couteau. Il ne saura pas comment prendre le problème, par quoi commencer. Donc c'est pas ce qu'on lui demande. On va décomposer le problème en sous-problèmes plus petits. Si j'ai 300 pages à traduire, je vais traduire 10 fois 30 pages. Ça, c'est ce qu'il y a de plus simple. C'est une séquence en série d'un nombre fixe d'étapes qui donne le résultat attendu. Donc, mon process pour traduire 300 pages, c'est de traduire 10 fois 30 pages. Bon, alors produire un rapport réglementaire ou toute autre tâche, ça va être le même principe. On va décomposer ça en sous-tâches élémentaires, comme pour des humains. On passe d'un objectif métier, on le décompose petit à petit en processus, en mode opératoire, jusqu'à ce que chaque activité soit accessible, en l'occurrence, aux capacités des modèles de langage qu'on utilise. Et avec ce principe-là, il n'y a quasiment aucune limite à la complexité de ce qu'on peut faire à une application qui embarque de l'intelligence artificielle. Il faut juste, alors plus c'est compliqué, plus il va falloir y passer du temps, plus ça peut être coûteux et lent de faire tourner la machine, mais il n'y a pas vraiment de limite théorique. Vous avez d'ailleurs sur ChatGPT, sans doute, au moins en tout cas pour ceux qui ont la version payante, expérimenté ça. Si vous lui demandez de faire le calcul racine de 395, ils ne sont pas bons en arithmétique, les modèles de langage. Mais maintenant, il y a déjà un comportement en mode processus de ChatGPT, c'est-à-dire qu'il va d'abord, la première étape, analyser la nature de la question que vous lui posez. Et voyant que c'est un calcul arithmétique, il va dire « Ah, ça je ne sais pas faire, mais j'ai accès à un outil. Je vais écrire un code Python qui va être interprété, je vais récupérer le résultat et c'est ça que je vais donner en réponse. » Donc vous voyez, il y a une première étape qui est se demander quelle est la tâche. En fonction du diagnostic qui est posé sur la tâche, demander, faire un calcul, il déclenche une action qui est d'appeler une calculatrice, il récupère le résultat, il donne la réponse. C'est tout petit, c'est tout simple, mais ça lui permet par exemple de faire des calculs arithmétiques, ce qu'il est par design incapable de faire tout seul, mais il est capable de s'en rendre compte quand on lui en demande un, d'appeler un outil en lui passant la bonne formule, de récupérer le résultat et de vous donner la réponse. Vous voyez la logique ? C'est ça, un agent, c'est un modèle de langage qui suit un processus, comme un humain le ferait, et c'est ça qu'on va illustrer sur une tâche qui vous est sans doute familière. Alors tout ça, ça se fait dans un environnement correctement sécurisé. Comme toute application, bien sûr, il y a une sécurisation des données en fonction de leur niveau de confidentialité. Il y a un cloisonnement, en tout cas chez Deloitte, c'est nos règles, un cloisonnement des données de clients différentes. Et enfin, pour ce qui est de ces modèles de langage, plus généralement des modèles de NLP, ce n'est pas nous qui les hébergeons. Effectivement, il y avait une question tout à l'heure. On n'utilise pas de modèle open source on-premise. Mais Microsoft fournit des contrats avec des environnements sécurisés privatifs dans lesquels personne d'autre que nous n'a des droits pour regarder les données qui transitent dans ces modèles, pour quelque raison que ce soit, débugage, amélioration de la performance, etc. Donc il s'agit de contractualiser correctement pour se retrouver avec les mêmes conditions de sécurité que sur le cloud, quoi. Donc on va chercher à appliquer un agent IA sur le domaine actuariat. On peut essayer en tout cas. Et le domaine actuariat est large, vaste. Vous le savez, on a mis un terrain de jeu juste pour rappeler qu'on fait plein de choses à nos amis data scientists. Je ne vais pas m'attarder là-dessus, mais c'est juste pour montrer la chaîne de provisionnement sous différentes formes, la préparation des inventaires, les calculs S2, les calculs de capital, l'ALM. Alors ça, on va se placer. Ce qu'on va faire, c'est que nous, juste pour les besoins de cette illustration, on a pris un bout. Donc vous allez voir tout à droite. Et j'ai introduit un nouveau mot pour la suite. On a parlé d'agent. Et donc là, je vais parler de scénario. Alors qu'est-ce qu'un scénario ? C'est tout bête. C'est un ensemble de données entrantes, de traitement et de données sortantes. Autrement dit, un bout de processus. Parce que Julien me dit, il faut que tu décomposes ton processus en plusieurs bouts. Donc, on s'est posé la question avec Céline. On s'est dit, tiens, on va prendre un scénario. Ce scénario, c'est le SFCR Group. Comme vous le voyez, il est tout à votre droite. Et du coup, ce qu'on a encadré en rouge, c'est un sous-processus au sein de la marée que représente l'ensemble des tâches actuarielles. Et donc, qu'est-ce qu'on fait là-dessus ? On se place, on s'est dit,
je ne veux pas parler de prompt, je ne veux pas parler d'étiquetage de données, je veux parler utilisateur final, à quoi ça va me servir. Donc on s'est placé là-dessus, on s'est dit, on va mettre un agent, bien sûr, l'idée c'est qu'il soit multilangage, vous voyez un petit logo en haut à droite pour ceux qui vont poser quelle IA se cache derrière, mais l'idée c'est de se placer sur un écran, sur l'interface utilisateur. Qu'est-ce qu'on fait? Donc, l'exercice qu'on a fait avec Céline, c'est qu'on se positionne au niveau de sa direction, donc on va aller chercher son équipe, on va aller chercher l'équipe, donc l'entité, l'équipe bien sûr, et ensuite on va aller chercher ce fameux scénario, donc ce bout de process dont on a parlé tout à l'heure, donc la production du rapport SFCR Group. Donc, une fois qu'on est là, la question c'est qu'est-ce qui va se passer? C'est que on va basculer sur un écran, l'idée c'est de se placer en mode comment on va fonctionner demain. En gros, de quoi est-ce qu'on a besoin? On a besoin de savoir les données, c'est ce qu'on place tout à votre gauche, des données qui vont servir au scénario dans lequel on est. On a mis tout au milieu le rapport, c'est ce qu'on cherche, c'est notre objectif. On a mis à droite, un petit peu comme ce que vous avez dû voir sur du copilote ou sur ceux qui font du GitHub, une aide. C'est-à-dire une aide qui va venir, elle, appeler justement tout ce qui est génératif. Dans cette aide aussi, on prépare aussi. On prépare le terrain, c'est-à-dire qu'on va préparer des types d'actions. Des actions de type génération, donc on va produire, alimenter, créer. On va aussi, et d'ailleurs le 2 que vous voyez sur génération, c'est qu'on va vous montrer 2 use cases autour de la génération. On va faire des actions de process, parce que vous allez voir, le process est très important pour nous dans l'activité même de production. On s'est placé dans la tête d'un manager qui revoit des actions de relecture, de revue. Et enfin, on s'est amusé en allant chercher des cases sur la partie conformité et benchmark. Et donc, de façon très pratico-pratique, on va commencer. Donc, on a 5 cas sur les 4 dimensions qu'on vient d'évoquer. On va les balayer une à une. Donc, on va faire un rapport de génération. Comment on fait aujourd'hui pour produire un rapport SFCR? On va aller sur un dossier, on va aller chercher le rapport de l'année précédente. Donc ici, ce qu'on fait, c'est qu'on va aller sur l'activité de génération, et il y a quelques tâches préenregistrées, et on va aller rechercher une des tâches qui est la reconduction de la trame du rapport N-1. On lui dit, va reconduire la trame du rapport N-1, et du coup, il nous montre le schéma fonctionnel qui va suivre, donc le rapport N-1, la création du rapport, et puis la trame qui n'est pas encore produite. Donc ce qu'il fait, c'est qu'il va mouliner. Il va aller lire le rapport de l'année dernière, il va nous proposer une trame de ce que ça représente, donc il va aller chercher toute l'information associée. Et donc, il va me demander si je souhaite créer le rapport avec cette trame. Donc une fois que je lui dis oui, je peux le rédiger, je peux dire oui, je veux créer le rapport avec cette trame, qu'est-ce qu'il fait? Il va partir en moulinant, donc là il va analyser justement l'information dont il a besoin, il va exécuter la tâche que je lui ai demandé. Donc ce que j'aurais fait manuellement quelque part, il vient l'exécuter, donc il vient rapatrier sous un format rapport ce dont j'aurais besoin. Donc là par contre le rapport est vide, je lui dis juste le rapport vide, on a décomposé justement, on nous dit décomposer, donc on décompose en petites briques, bien sûr il faut imaginer que tout ça s'imbrique. On a une trame. On enchaîne maintenant sur la suite, donc on revient sur un écran action, qu'est-ce que ça donne? On va revenir sur toujours le même écran. Céline d'ailleurs et ses équipes nous ont pas mal challengé sur l'aspect, mais du coup moi j'ai beaucoup de documents à récupérer, il faut que j'interagisse avec X département, avec X direction, c'est pas simple, ce qui est vrai. Et on s'est dit, si la machine a accès à l'ensemble des informations dont elle a besoin, on peut lui faire des actions de processus. Qu'est-ce qu'une action de processus? On a pris un exemple un peu pour s'amuser aussi. On s'est dit, écris un email de relance à l'ensemble des personnes qui ne m'ont pas fourni l'information dont j'ai besoin. Est-ce qu'il est capable de faire? Amusant. Donc, il connaît la donnée dont il a besoin. On l'a un petit peu on l'a travaillé un petit peu avant, donc il va analyser. Et donc là, il me prépare un mail de relance. Toutes les personnes qui sont indiquées ici sont purement virtuelles. Donc que ce soit Marie, Vincent ou Ali n'existe pas en vrai, même si ça peut vous faire penser à d'autres personnes. Donc Marie nous doit
une batterie de QRT 2024 et Vincent Alice, des sections de leur rapport qui ne sont pas complètes. Et petite précision, on peut lui demander de rédiger dans notre style. Et là, voilà. Par contre, il ne fait pas trop de fautes d'orthographe, ce qui est un peu plus sympathique. Il peut se faire piéger comme ça. Ah oui, tu peux savoir si c'est une personne ou pas qui a écrit. Effectivement, ça, on parlait de gain de temps tout à l'heure, juste pour rebondir. Nous, c'est un aspect assez important au sein du groupe AMA. On a fait le choix d'un SFCR unique, donc, avec l'ensemble, donc on a 12 entités d'assurance. Et effectivement, donc, il y a de multiples contributeurs à la rédaction du rapport. Et effectivement, il y a un temps certain consacré à l'animation de ce processus, s'assurer de bien recevoir les éléments dans les temps. Ça paraît anecdotique, mais c'est très chronophage. Et voilà, les délais sont réglementaires étant contraints, on ne peut pas se permettre, et c'est des rapports publics, d'être en retard. Et voilà, c'est un rapport qui fait plus de 700 pages. Et du coup, c'est ce travail de relance, d'identifier qu'est-ce qui manque tout ou partie, et de relancer les contributeurs. C'est toujours ça de gagner. Voilà. Et comme vous le voyez sur la droite, sur la gauche, sur votre gauche, il y a des petits points verts et rouges sur les documents s'ils sont prêts, pas prêts. Bon, ça c'est plus pour affiner. Et à partir de là, tous les documents, on part du principe dans l'exemple, tous les documents sont disponibles. Et donc on va poursuivre les activités de génération. Donc là, on va aller sur une section un peu plus... Donc là, on a repris le squelette de la présentation de l'année précédente, pourquoi pas. Mais là, on va aller chercher dans du plus fonctionnel, c'est-à-dire qu'on va aller prendre une section, en l'occurrence, comme vous le savez, dans ces rapports-là, il y a des parties plus analytiques. On va notamment se sourcer, récupérer les informations des QRT et aussi se fournir du texte pour décrire l'évolution. Donc ce qu'on lui dit ici, on a décomposé en 2 étapes. Donc la première étape, c'est, donc là je suis sur la section, la E.2.1, donc je la choisis, je fais ça manuellement. Donc je lui dis, génère le tableau associé à cette section. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller. Donc là, on va un petit peu ouvrir ce qui se passe au sein de la machine. Donc, on lui demande de générer la section. Donc, il sait où aller chercher. Et donc, la génération, donc c'est ce qui tourne en sous-jacent. Il va aller récupérer les informations QRT qu'il a à disposition. Il va retrouver l'information nécessaire des 2 années. Et après, on la réintègre au sein du support, de façon à ce que le rapport en tant que tel puisse être alimenté. Donc voilà, il me dit que tous les documents sont disponibles, et voici la partie tableau qui apparaît. On continue. Une fois qu'on a le tableau, qu'est-ce qu'on a envie de faire? On a envie d'avoir les commentaires. Donc les commentaires, je peux aller chercher une action comme je peux lui rédiger. J'interagis avec lui. D'ailleurs, on peut aussi réagir directement, rentrer manuellement. Donc là, on lui demande de générer un texte. Et le texte qui est généré, comme vous le voyez, il y a un petit schéma fonctionnel. Donc il reprend le rapport N-1, il reprend aussi des notes de synthèse et des QRT, de façon à pouvoir commenter le texte. Un travail qu'on aurait pu penser purement humain, réussit quand même à le faire. De façon assez sympathique. Donc là, il y a du prompt engineering, si on peut appeler ça comme ça. Donc il faut bien paramétrer le texte qu'on veut lui demander avec quelques itérations pour donner le bon, pour que ça tourne bien. Donc on lui dit, il y a quelques textes ici, donc qu'il soit synthétique, qu'il s'inscrive dans le style de rédaction du rapport de l'année dernière, qu'il focalise son attention sur les explications des principales variations au reste sommaire, un peu ce que je dirais à une personne avec qui je travaillerai. Donc là, il nous sort l'analyse de mouvement du SCR entre l'année N et N-1. Et l'idée ensuite, c'est de réintégrer le commentaire au cœur du rapport. Et c'est ce qui va nous faire. Donc j'enrichis progressivement j'ai enrichi ma section avec d'une part le tableau et les commentaires qui vont avec. Bien sûr, attention, toutes les machines vont vous dire sous supervision humaine. C'est pas parce que c'est sorti qu'il ne faut pas qu'il y ait une personne qui puisse quand même jeter un œil, regarder. Ça, c'est très important. Mais par contre, ça vous fait un excellent premier draft. Donc, on continue. Donc, on a fait une action de génération, une action de process.
on a poursuivi sur des aspects plutôt de revue, de relecture. Donc là, on part du principe que le rapport est déjà rédigé. Donc on a rédigé, les sections sont déjà générées. Donc on va faire de la revue-relecture. Il fait ça très très bien. Ça, c'est intéressant. Parce que typiquement, là, on a pris section événements de la période et faits marquants de la période. Donc là, on a les faits marquants du groupe. Et ensuite, on avait les faits marquants des entités. Donc les différentes entités ont aussi des faits marquants. Le rapport entier est assez long. Et ce qu'on lui demande, je me place à la place du revueur, identification des points événements marquants présents dans les différentes entités, mais non reportant au niveau du groupe. Qu'est-ce qu'il nous a fait? Et donc là, on lance la machine, elle va mouliner. Donc, elle va nous sortir les points qui sont mentionnés par les entités, mais pas mentionnés par le groupe. Une aide à la lecture, finalement. Oui, effectivement, c'est aussi pour assurer une cohérence dans les différents rapports. En fait, effectivement, on a beaucoup de rapports solo, on a le rapport groupe, et d'avoir une cohérence dans les faits marquants qu'on veut faire ressortir chaque année entre les rapports solo et les rapports groupe. Et aussi, au niveau groupe, on a plusieurs rapports. Il y a le SFCR, le RSR, on peut avoir le rapport annuel. Que du coup l'outil, l'IA, puisse nous aider à assurer cette homogénéité, cette cohérence des messages, que ce soit en termes de communication vis-à-vis du régulateur, ou voire communication publique, puisque du coup le rapport annuel et le SFCR sont publics tous les deux. Donc ça permet aussi, l'idée c'est d'éviter d'avoir des messages peut-être pas contradictoires, ou en tout cas d'avoir une homogénéité dans les points saillants à faire ressortir dans les différents rapports. Donc là, par exemple, il me dit que les émeutes urbaines, en l'occurrence, ont été mentionnées par un des rapports, mais n'ont pas été mentionnées par le groupe. Après, c'est à la personne qui se retrouve face au document, face à l'outil, appuyé par l'IA, de savoir s'il veut ou ne veut pas rementionner l'information dans le rapport groupe. Ça donne une aide au travail. Ça peut faire des contrôles divers et variés, de style, de cohérence, d'orthographe, de confidentialité, des éléments confidentiels qu'on ne veut pas faire apparaître. Pareil, c'est des éléments qu'on peut, de façon très concrète, demander à la machine. Une petite cerise sur le gâteau, on s'est dit, on a eu, c'était de l'autre côté, pour le coup, Céline. Sur la conformité, ouais. Oui, c'est ça. Sur notamment le SFCR, il est très normé, défini par la réglementation, y compris le plan est défini. On a aussi, du coup, il faut vérifier que le contenu est conforme à ce qui est attendu réglementairement dans toutes ses composantes. Donc ça, c'est du temps. La réglementation, elle est dense, elle est aussi parfois évolutive. Là, on a en ce moment la révision Solvabilité 2 qui peut aussi entraîner des évolutions. Donc on s'est intéressé, on a voulu tester l'outil en se disant est-ce qu'il serait capable d'identifier un point de non-conformité. Alors, il se trouve que nous, on en a identifié nous en interne, dans notre SFCR l'année dernière, qu'on a corrigé cette année. Et donc on s'est dit, tiens, on va tester l'outil, on va lui soumettre le SFCR de l'année dernière. Est-ce que, donc c'est notamment dans la partie investissement de mémoire, on avait un manque, il y a un aspect de la réglementation qu'on ne couvrait pas. Et donc voilà, ça a été l'occasion de tester si l'outil a pu détecter le manque. Et effectivement, la réponse est... Donc on a lancé la bestiole, on lui a dit contrôle de conformité. Bien sûr, il sait que contrôle de conformité, on reviendra un petit peu là-dessus, mais il va faire le lien avec le règlement délégué. La bestiole fait son petit travail de moulinette par rapport à la section A.3, résultat des investissements. Donc je passe un petit peu l'entraille de la machine parce que ce n'est pas forcément l'objet. Mais bon, le travail d'analyser la conformité, bien sûr, il y a quelques prompts cachés derrière. Mais l'idée, c'est qu'elle est capable d'aller lire la réglementation, de lire le rapport et de faire sa comparaison, ce qui est section par section. Et donc, du coup, ce qui nous a permis de retrouver ce que Céline et ses équipes ont pu voir, qui était que, je me permets de le citer, que les produits déplacement n'étaient pas ventilés par catégorie dans cette section-là, et donc il nous ressort exactement la même chose que la section A.3 et que l'article 293.3-A n'est pas en tant que tel complètement respecté. Le temps passe,
les exemples, on peut en faire plein. Donc le dernier, pour finir, c'est que, bon, bien sûr, l'idée c'est que tout ça, on puisse le télécharger sous Word ou sous PDF. Donc je lui demande de me sortir le document qu'il faut. Et donc là, il mouline, il nous sort le document qu'on pourra derrière envoyer. Voilà. Et donc, on vous montre aussi un petit peu, parce qu'on a passé pas mal de temps sur la façade, ce qui est très important parce que ça permet de se dire comment est-ce que ça va. Mais il y a aussi un travail de paramétrage en sous-jacent. C'est-à-dire que l'idée est pas simplement, quand vous avez vu la première mi-temps, il y a un travail derrière de paramétrage qui est important. Et c'est aussi grâce à ce travail de paramétrage, de choix de l'outil de langage, d'interfaçage entre les différentes de collecte de données aussi, et j'insiste là-dessus, un travail data science et énormément de travail métier aussi. Il faut du métier. C'est-à-dire que ce n'est pas juste le data scientist qui fait ça dans son coin, ça ne marche pas. Donc en combinant les ressources, on peut arriver à des résultats sympathiques. Et donc oui, il y a un exercice de paramétrage en amont, et donc du coup, là on vous illustre un POC, mais qui peut être effectivement étendu sous différentes dimensions. Pour la conclusion, je repars du sondage de Lucie. Apparemment, les actuaires français n'ont pas ils doivent trouver du temps, aussi des moyens, avec un petit clin d'œil. C'est une conviction, le développement des agents IA actuaria, ce n'est pas trop tôt. Ça se fait. Paramétrer des scénarios fonctionnels, c'est pas trop tôt non plus, ça se fait aussi. Et bien sûr, il y a ce côté pratiquer, challenger, améliorer. C'est-à-dire que ça ne se fait pas d'un coup, il faut itérer pour pouvoir intégrer et se familiariser avec l'objet. Mais la technologie est bien là. Donc, par rapport à la question initiale, je pense de mon côté que je suis un peu biaisé. Et pour rebondir sur du coup, les prochaines étapes pour ProRedOne, alors toujours moi je suis dans le côté réalisation pratico-pratique. L'enseignement du test qu'on a mené avec nos collègues de Deloitte, et pour moi sont très concluants en fait. On voit que sur l'ensemble des attentes que moi personnellement j'avais pour mon besoin propre, ça y répond pleinement. Là bien sûr ça a été testé vraiment sur un échantillon du rapport. Le rapport, encore une fois, il fait, en ce qui nous concerne, plus 700 pages. Donc, dans les prochaines étapes, c'est un petit peu l'investissement dont tu parlais, Redouane, à l'instant. On sait que pour pouvoir générer toutes les tâches qu'on a identifiées pour l'intégralité du rapport, il y a un coût d'entrée, il y a un travail de paramétrage initial et de bien un recensement complet, je le dis avec mes mots, de l'ensemble des documents, des sources qui vont pouvoir permettre à la machine de travailler. Donc il y a un travail initial qui est certainement un peu lourd au départ. Néanmoins, s'agissant de rapports qui sont très normés, qui d'année en année finalement bougent peu, il y a des commentaires, des chiffres bien sûr qui sont à réactualiser, mais je pense que le jeu en vaut la chandelle. Donc là l'idée pour nous c'est d'aller un peu plus loin sur... tu parles de moyens, c'est un chiffrer le temps que ça nécessiterait pour ce rapport-là, plus spécifiquement le SFCR dans sa complétude. Quel temps ça nécessiterait de pouvoir le générer de façon quasi automatique ou en tout cas largement facilitée. Déjà sur ce rapport-là, et puis avoir effectivement en fonction combien ça coûte. Et pourquoi pas généraliser après à d'autres rapports, alors narratifs, mais pas que. On a aussi les états quantitatifs, les QRT. On préférait passer plus de temps à les analyser qu'à les produire. Ça peut ouvrir d'autres champs. Tu avais le terrain de jeu tout à l'heure qui est très vaste. Mais voilà, côté groupe AMA, l'idée c'est d'y aller un peu par étapes sur ce sujet. Merci Céline. Je peux dire un petit mot aussi en conclusion. Parce que j'ai parlé de processus en fait tout à l'heure et je pense que c'est vraiment ça la perche qui est tendue. On a déjà déployé chez Deloitte des applications qui génèrent une production réglementaire entièrement automatiquement pour des fiscalistes qui font ça, mais c'est comme dans les pièces de théâtre classiques, il y a une unité de temps et de lieu
pour cette production-là, donc c'est facile, la machine fait tout, elle fait un draft et ensuite il y a quelqu'un qui relit. On a aussi déployé déjà pour nos collègues auditeurs des applications qui contrôlent une production réglementaire, vos annexes financières. Et l'entièreté du contrôle est fait par la machine. Là, ce qu'on voit, et ce qui, je pense, a le plus de valeur, c'est un process mixte. C'est-à-dire qu'il y a des tâches qui sont faites par des humains, et des tâches qui sont faites par la machine, et c'est la combinaison des deux qui va donner vraiment la puissance et la généricité. On parlait de tâches de contrôle tout à l'heure. Quand on soumet un document, la personne qui va vérifier qu'il est complet, elle sera dispo 3 semaines plus tard. La machine, elle peut vous donner tout de suite. Vous uploadez le document. Ah ben non, il manque telle section. Donc ça nous amène même à repenser la façon dont on travaille nos workflows humains, d'intégrer une partie des traitements qui vont être automatisés par de l'IA. Donc cette logique d'agent qui joue dans un processus, en fait, se généralise avec un processus qui est fait par des humains pour des humains, dans laquelle la machine va avoir aussi son rôle pour booster les performances, automatiser tout ce qui peut l'être, enfin, faire le meilleur des deux, quoi. Je ne vais pas faire un tour de publicité, on a prévu de parler d'autres outils IA, par exemple migration d'outils actuariels. Par contre, ce qu'on vous invite, c'est un peu, prenez une photo du QR code, partagez votre avis sur la présentation. N'hésitez pas, il y a quelques autres questions, vous verrez. Il y a 5 questions. Donc en tout cas, on vous remercie. On est à l'écoute de vos questions parce que c'est surtout une session de Q&A. Bonjour, merci pour cette présentation. Donc, moi, j'ai une question assez simple, c'est finalement quelle est la conclusion que vous avez par rapport au titre de votre présentation? Est-ce que c'est un effet de mode ou pas? C'est pas un effet de mode, mais il ne faut pas se tromper de tâche. C'est-à-dire que l'intelligence artificielle, quand ça a commencé à buzzer sur le ChatGPT, les consultants dont nous sommes ont raconté qu'on allait en voir partout, pour n'importe quoi. C'est faux. Ça ne fait pas n'importe quoi, ça fait certaines choses précisément. Ça manipule du langage. Et quand est-ce que vous, actuaires, manipulez du langage? Ben, pas tout le temps. Il y a tout un tas d'activités pour l'essentiel de votre travail, c'est pas ça le sujet. Mais la production réglementaire, oui. Ça, c'est un bel exemple. Et donc, je pense que c'est pas tout le métier qui est révolutionné, c'est certaines activités, certaines industries. Mais le cœur de votre expertise n'est pas en jeu ici. Là, on a montré quelque chose qui va déplacer de l'information, la relire, en contrôler le format, la compléter, vérifier que c'est la même chose que l'an dernier. Enfin, voilà, c'est pas de l'actuariat, ça. Vous voyez ce que je veux dire? Donc oui, c'est une réalité, mais pas pour faire n'importe quoi. Et bon, je vais rebondir sur votre réponse. En fait, moi, je trouve que votre travail il est exceptionnel. Cet outil, vraiment, je trouve que, effectivement, pour éviter de faire des tâches répétitives, c'est vraiment très, très utile. Par contre, ces tâches répétitives, en fait, elles sont aussi formatrices quelque part. Donc, peut-être pas à votre niveau. Quand on a, à partir de 6-7 ans d'expérience, effectivement, c'est répétitif et ça n'apporte rien. Mais pour les jeunes, les juniors, c'est très important qu'ils fassent ces tâches répétitives parce que la lecture de ces rapports, ça va leur apporter en fait une connaissance métier que finalement maintenant, si on leur confie ces tâches, ils n'auront plus qu'à cliquer sur un bouton, ils ne vont pas lire les chiffres, ils ne vont pas lire le rapport et ils n'auront plus cette connaissance métier. Donc finalement, est-ce que les nouveaux arrivants, la nouvelle génération qui en plus on leur demande d'avoir des résultats beaucoup plus rapidement à cause de ces technologies, est-ce que eux, ils vont pas perdre en connaissance et perdre en expertise? Alors là, je vais être assez humble dans ma réponse. Je pense qu'on apprend en marchant, parce que le problème que vous posez, on l'a en plein dans le métier d'audit. L'audit, c'est l'audit externe, c'est beaucoup de contrôle, beaucoup de pointage, beaucoup de tâches réparbatives. Et dans la gestion des ressources humaines d'un cabinet comme Deloitte, c'est aussi l'école de la formation. D'abord, on pointe des trucs, et après, on sait que voilà, on fait ça 2 ans, etc. Il y a tout un parcours. Et oui, on est en train de voir comment progressivement on le réinvente. Alors bon, la bonne nouvelle, c'est que ça ne se déploie pas en 2 semaines, hein, un truc comme ça. Donc ça prend du temps, ça ne fait pas tout. Au début, ça fait un bout, et puis ensuite l'humain complète, et puis petit à petit, en améliorant les capacités
l'ingénierie, eh bien, on sort l'humain de ces tâches-là. Et je pense que c'est des choses qu'on a su gérer, par exemple, dans l'industrie. Plus personne ne donne des coups de tournevis pour construire une voiture. Plus personne ne soude même, ou ne peint. Pourtant, on arrive encore à faire des voitures et à former des ouvriers. Mais ils contrôlent des machines. Donc je pense que... Alors ça a pris des décennies. Voilà, c'est un peu pareil. Je ne peux pas vous dire, voilà, la recette c'est ça, on est en plein dedans. Là. Ouais. Bah, j'ai conviction, il y a encore du travail pour les chargés d'études actuelles et les actuaires juniors. Je n'ai pas trop d'inquiétude. Alors, là, on a vu tout à l'heure, on a parlé de rapports réglementaires SFCA et RSR qui sont très normés. Les commentaires qu'on associe au tableau, aux analyses de chiffres sont très factuels et très macro. On voyait dans l'interface que montrait Redouane tout à l'heure. Pour générer ces rapports-là, nous, l'idée, c'est de s'appuyer sur des notes internes d'analyse qui sont beaucoup plus détaillées, où on attend vraiment là d'analyser plus finement les chiffres, qui ne sont pas des notes, on va dire, réglementaires, mais c'est plus là-dessus, en tout cas moi, que sur lesquels j'attends mes actuaires ou chargés d'études, sur l'analyse fine. Et après, que le rapport réglementaire soit généré de façon quasi automatique, moi, ça me gêne moins, finalement. Mais pour moi, ce n'est pas pour autant que l'analyse ne sera pas menée en amont par les chargés d'études, mais plutôt voilà, sans les contraintes des rapports normés et réglementaires. Voilà, c'est ma conviction. Il y a une question. Voilà. Merci pour la présentation. Donc, ma question est plus technique sur le modèle. Donc, je suis convaincu que l'outil apporte plusieurs sur le plan d'efficacité et autres, mais on reste quand même dépendant d'autres modèles extérieurs, comme GPT, Mistral ou autres. On n'est pas forcément au courant de leur développement. Si je prends l'exemple de GPT, ils ajoutent de nouvelles fonctionnalités tous les quelques mois. Et comment on fait, du coup, en tant qu'actuaire, de savoir quel effort sur cette automatisation, ce développement-là qu'on voudrait ajouter. Je prends un exemple pour le rapport, comparaison entre le rapport de l'année dernière et cette année. Et GPT, ils ont ajouté de la fonctionnalité mémoire. Comment nous, on va faire pour savoir, OK, on va passer plus de temps sur la partie analyse, on sait que d'autres développements vont venir pour encore plus améliorer la chose, surtout que l'IA, c'est un des domaines qui évolue le plus pour l'instant. C'est assez compliqué de trouver le biais de où centraliser son effort et ses développements, sachant que c'est quelque chose qu'on n'est pas forcément au courant, au GPT, Mistral, tout leur développement extérieur. Question pour toi. Bah, c'est sûr, hein, c'est un process en continu. Alors, ce que vous voyez, c'est aussi, si vous parlez de rajouter des fonctionnalités dans l'application ChatGPT, c'est une chose. Les modèles, eux, sont quand même versionnés. C'est-à-dire que dans l'application qu'on utilise, on utilise un certain modèle de langage et il n'est pas changé. Il y en a un nouveau qui arrive. Voilà. Donc déjà, on n'est pas surpris d'un point de vue applicatif que tout d'un coup, le comportement se modifie. Maintenant, effectivement, il y en a des nouveaux qui arrivent tous les 3-6 mois sur un fournisseur. Donc si on les prend tous, c'est toutes les semaines presque. Est-ce qu'on n'est pas en train d'investir sur quelque chose qui va être automatisé dans 6 mois? C'est possible. Il y a on ne peut pas exclure ce risque-là. Bon, après, dans la pratique, on commence par les choses qui ont le plus de ROI, donc qui sont importantes et urgentes à faire tout de suite. Même si 6 mois plus tard, il y aura une façon plus simple de le faire, ça a déjà de la valeur tout de suite de le faire maintenant. Ensuite, il y a quand même des limitations assez structurelles de ces modèles de langage. Je parlais tout à l'heure de la taille de leur fenêtre d'observation. Elle est intrinsèquement limitée par les données disponibles pour leur entraînement. C'est-à-dire que pour entraîner des modèles sur des plus gros contextes, par exemple, qui leur feraient faire des tâches plus complexes en une fois et qui simplifieraient notre décomposition en process agentique, il faudrait qu'il y ait sur Internet beaucoup de textes très longs. Ce n'est pas le cas. Et donc, même si on augmente leur taille de contexte, ils vont perdre beaucoup en performance. C'est le cas des plus gros, qui ont des gros contextes, mais bon, ne sont pas plus performants ils se perdent. On est obligé de jouer dans les 50 pages, quoi, mais au-delà, c'est compliqué. Donc, c'est pas si instable que ça, on va dire. Ce qui augmente par contre très rapidement, c'est la rapidité d'exécution et les coûts qui baissent. Donc ça, c'est des bonnes nouvelles. Oui, merci pour la présentation. J'avais une petite question
sur un retour d'expérience, sur la validation de ce qui a été généré. Donc peut-être comment ça se passe en pratique. On sait que c'est assez facile de mettre en défaut une IA générative, de lui faire, elle peut produire des contresens parfois. Comment ça se passe en pratique dans votre situation, quand vous avez des rapports techniques comme ça, des rapports, vous les faites, quand c'est agrégé, est-ce que c'est relu par toute la chaîne de rédacteurs intermédiaires ou comment vous faites finalement pour valider que ce qui est produit à la fin est bien cohérent avec tous les inputs? Est-ce que vous redescendez tout en bas ou finalement il y a des validations intermédiaires? C'est juste un partage d'expérience comme ça. Comment vous faites? Alors, moi, je peux vous décrire ce qu'on fait aujourd'hui, mais l'IA n'est pas déployée, en fait. Donc là, c'est de l'humain. Je ne sais pas si votre question était plus une fois que la solution est déployée, en fait, c'est ça? Oui, peut-être, oui. Oui. Comment faudrait faire? Parce que L'idée, il peut y avoir des contresens. Ouais. L'idée est que la machine est quand même toujours à côté d'un humain ou derrière un humain. C'est-à-dire que la génération de texte qu'elle fait, c'est une proposition. On la lit comme une version 0. Ça leur permet de faire des contrôles humains par-dessus, si on a envie de les faire, et permet aussi de rajouter des contrôles qu'on peut demander à la machine de faire spécifiquement. Mais l'idée, c'est que n'est pas de faire une version finale. L'idée, c'est de faire une version de travail, une version draft, très complète, assez solide. Et ce qu'on fait en général, c'est lors de la définition des prompts, lors du paramétrage de la machine, il y a des étapes de validation de résultats qui permettent de confirmer que ce qui ressort est conforme à ce qu'il y a peut-être dans les rapports antérieurs. Donc ça nous permet d'avoir une base de sécurité pour dire « Ah, la machine, ce qu'elle sort, c'est suffisamment convaincant ». Après, effectivement, il y a toujours cette question de la personne qui va être derrière le rapport et qui va faire aussi se rassurer de la manière dont on se rassure quand on reçoit un document d'une personne. Je voudrais compléter en disant qu'effectivement, en séparant les tâches de rédaction et les tâches de contrôle, sur les tâches de rédaction, c'est clair, il y a toujours un superviseur humain. Mais c'est vrai aussi, même s'il n'y a que des humains, c'est rarement pas relu. Et c'est ce qu'on fait typiquement sur les documents fiscaux dont je parlais. Ça produit un draft qui est relu par un humain. Mais du coup, c'est plus rapide de relire que de tout écrire. Sur les tâches de contrôle, c'est un peu différent. Sur les tâches de contrôle, on déploie quand on a une meilleure performance que les contrôleurs humains. C'est-à-dire que quand il y a... C'est tout à fait possible sur des tâches de contrôle d'avoir une machine qui est plus efficace qu'un humain, qui est plus fiable en tout cas. C'est pas qu'elle va faire des trucs très subtils, mais c'est qu'elle détectera toujours quand il y a ce type de problème. Alors que quand c'est quelqu'un qui relit un document, le taux d'erreur est plus important qu'on l'imagine. Le taux d'erreur laissé passer par les relectures humaines est quand même assez important. Et donc du coup là, il n'y a pas trop d'état d'âme. Un contrôle machine de toute façon ne fera que fiabiliser le process. On accueillera vos questions par la suite. Je pense qu'il y a plein d'occasions encore pour se recroiser. On vous remercie énormément et au plaisir de se revoir.